Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Pour le 3e épisode de la série Terre de Vue, que nous réalisons cette année avec le réalisateur André Bossuroy, nous allons suivre 6 jeunes filles de l'Institut Marie-Immaculée Montjoie d'Anderlecht qui se sont envolées vers le Bénin avec le projet Youth for Change. Ensemble, avec des élèves béninois, ces jeunes vont concevoir un plan d'action autour des objectifs développement durable dans leur école. Nous suivrons ensuite 4 jeunes femmes au Congo et en Afrique du Sud. Elles nous ramènent leur reportage sur des projets de développement qui mettront à contribution des comités de citoyens, des groupements féminins et des jeunes. Je vous laisse regarder ce film. Après 50 ans d'indépendance, nous n'avons pas été capables de mettre en place une politique éducative qui valorise notre civilisation. Je viens de faire une enquête qui me donne des informations qui sont alarmantes. Si ton père et ta mère étaient des blancs, raconte ta vie. Ils seront beaux, dont les noirs sont laids. Ils seront riches, dont tous les noirs sont pauvres. On a des enfants qui réfléchissent comme s'ils ont été colonisés. Et du même moment, on a fait la même enquête auprès des élèves européens. Là aussi, les conclusions font peur. Si leur père et leur mère étaient des noirs, ils vont les enseigner à écrire, à compter, à dessiner. Bref, on a des enfants qui ont dans leur tête l'idée d'aller civiliser. Et donc, il importe aussi bien au nord qu'au sud de repenser l'éducation. Il y aurait donc urgence à démonter les préjugés qui faussent notre perception les uns des autres, africains et européens. C'est pour en découvrir un peu plus sur la question, mais surtout avec l'ambition de travailler concrètement à la réalisation des objectifs du développement durable, que 6 jeunes filles belges et leurs professeurs s'envolent vers le Bénin pour y rencontrer un groupe d'élèves locaux. Ces jeunes Belges et Béninois participent au nouveau programme Youth for Change, mis en place par l'ONG Via Don Bosco. Sur une période de 2 ans, chaque groupe d'élèves va mettre en œuvre des projets concrets liés aux objectifs du développement durable. On avait lancé un projet il y a 3 ans au moment de la grande arrivée massive de migrants en Europe pendant l'été. Et on a poussé justement nos élèves qui avaient pas mal de préjugés, de stéréotypes, à rencontrer des migrants. Et on a remarqué que par la rencontre, les stéréotypes tombaient très rapidement. Quelque chose se joue à l'intérieur, c'est par le côté plus émotionnel justement, qui fait que là on voit dans l'autre cette différence et en même temps ces points communs. Et c'est là où on peut réellement changer de point de vue, réellement se changer soi-même et peut-être un peu de ce monde. Autre raison pourquoi ce projet est plutôt unique, c'est parce qu'on travaille autour des objectifs de développement durable. En soi, ça, c'est pas une nouveauté, mais ce qui est assez nouveau, c'est qu'on va donner nous-mêmes de l'argent, on va confier un petit budget à ces jeunes pour qu'ils puissent mettre en place leur propre petit projet. Compréhensible. Alors, le développement durable, selon moi, consiste à répondre aux besoins de tout le monde sans mettre en danger la génération future. Exemple, si vous voulez dire Mais nous, notre premier travail, c'est écrire une lettre au directeur. Le deuxième, ça serait commencer à essayer de faire une campagne de sensibilisation. Parce qu'on travaille sur la santé et le bien-être. Et nous, nos demandes sont qu'ils aient une nourriture plus variée à la cantine, des fruits et d'avoir des grosses bassines d'eau dans les classes. Parce qu'ils ont seulement 2 robinets dans l'école. On voulait aussi... ah oui, on oublie l'hygiène des toilettes. La sensibilisation sur la santé et bien-être. Moi, je pense que cette thématique, c'est très, très important pour notre pays parce qu'il y a plusieurs d'entre nous qui ne savent pas l'importance de notre santé par rapport
aux aliments qu'on consomme. On ne sait pas vraiment la qualité de ce qu'on prend et les dispositions à prendre pour être bien en bonne santé. Et je crois que cette thématique est vraiment utile pour notre pays. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Est-ce qu'on peut discuter un moment? Discuter? De quoi? À propos de mes études. Ok, je t'écoute. Je voulais vous dire que j'ai envie de faire l'électricité dans l'enseignement technique. Je rêve quoi? L'électricité? L'électricité, ça va t'apporter quoi? Mais vu que je vois mes camarades filles qui le font, je la passionne. Tu vas te taire? Tu es une femme. Ce métier est réservé pour les hommes, d'accord? D'accord, papa. Le scénario imaginé dans l'atelier vidéo provoque immédiatement un débat sur les inégalités hommes-femmes. Avant que moi j'intègre cette école-ci, il y a eu beaucoup d'empêchements, parce que se sont dit que c'est une école technique, une femme n'a pas sa place ici. On ne prend pas souvent sérieux sur les femmes qui travaillent ici, surtout en génie civil. Si les femmes auraient un diplôme et pourraient travailler, vous ne pensez pas que ça aurait diminué la pauvreté? L'homme et la femme travaillent, ça rapporterait plus d'argent à la maison, les enfants seront plus à l'aise et tout. Mais d'abord ici, il y a le chômage. Il y a un taux de chômage assez élevé. Nous, contrairement en Europe, il y a beaucoup de femmes qui travaillent. Dans les foyers, je pense que presque en Belgique, il y a la majorité des femmes qui travaillent parce qu'elles veulent être indépendantes. Et nous, si on devrait parler de l'égalité hommes et femmes, on dirait plus que les femmes ne sont pas égales face aux hommes suite aux harcèlements qu'elles subissent. Parce que les femmes se font beaucoup harceler physiquement, moralement ou même financièrement ou verbalement. Donc on va faire une vidéo au Bénin et une vidéo en Belgique. Il est question d'harcèlement. Donc là, il y a Glo qui est en train d'écrire le scénario, quoi. Mais oui, mais c'est la femme du patron, mais qu'est-ce qu'elle va faire dans cette scène? Tu vois ce que je veux dire? On va dire tu vas prendre la retraite. Voilà. Avec les projets que nous avons présentés et eux, ils nous ont présentés aussi, on a déjà essayé de conseiller l'un l'autre parce qu'il faut améliorer chaque projet, quoi. Donc, comme ça, notre projet à nous, ils ont leur vision et nous, on a la vision de leur projet. Le voyage au Bénin est aussi l'occasion pour les jeunes Belges de découvrir les actions des Salésiens de Don Bosco dans les centres de formation professionnelle où les jeunes apprennent un métier qui pourra les aider à sortir de la pauvreté. Dans le foyer Don Bosco, les enfants mineurs qui errent sur les marchés trouvent un abri pour passer la nuit en sécurité. Ces enfants sont exposés aux maladies, aux dangers de la rue et à un travail souvent humiliant. Discrètement, nous les retrouvons à l'arrière du marché, comme ici, occupés au traitement des peaux de bêtes. Quand tu vas en Europe, bon, la vie est belle, la vie est rose, c'est ce qu'on croyait. Mais depuis ces 2 jours d'interculturalité partagée avec les Belges, moi j'ai compris que le mieux c'est chez moi. J'ai déjà le mieux chez moi. Donc il faudrait que je reste chez moi et j'apporte ma touche, ma contribution pour le développement de mon pays et de mon continent. Je suis venu, j'ai accepté aussi laisser mes vacances, tout ça, être là pour pouvoir prouver aux Belges que nous les Africains aussi nous avons du potentiel. C'est vrai, il y a beaucoup de préjugés,
et que nous pouvons réussir qu'à avoir un monde meilleur si nous travaillons tous ensemble, si nous mettons tous la main à la pâte. C'est la force des 17 objectifs du développement durable qui permettent de comprendre que tout est relié et que nous avons tous quelque chose à faire. Et les jeunes ne vont pas en rester là. Chacun dans son pays, au cours de l'année, va continuer à développer le projet qu'il a préparé ici. Alors, en Belgique, nous avons préparé plusieurs petits projets, comme on va sensibiliser les élèves sur tous les objectifs de développement durable. On a fait aussi un groupe sur l'égalité entre les sexes. On a un groupe de santé et bien-être avec une association pour aider les SDF. Il y a aussi un groupe sur le triage des poubelles en classe, parce qu'en classe, on n'a pas vraiment les tris à l'école et tout ça, donc on va apprendre ça aux élèves. Et voilà. Mettre ensemble la civilisation occidentale et la civilisation africaine pour résoudre les problèmes d'Afrique, c'est rendre l'Afrique un continent interculturel, un continent ouvert vers le monde, un continent qui peut énormément donner et un continent qui peut énormément recevoir de sa diaspora. Et c'est ça le grand défi que l'Afrique a aujourd'hui. Il y a développement à partir du moment où les civilisations se mettent en... Il y a un lien entre les civilisations. Donc il faut qu'il y ait un dialogue entre les civilisations. Ça suppose qu'il y ait une reconnaissance d'abord, qu'on a une pluralité de civilisations et que chaque civilisation peut apporter sa contribution, n'est-ce pas, pour changer l'humanité. Et donc, le défi aujourd'hui en termes de responsabilité interculturelle, c'est de comprendre comment on peut accompagner les différentes civilisations à mieux s'exprimer et qu'ils puissent avoir un échange entre les civilisations, un échange de bonnes pratiques. C'est dans ce contexte que, effectivement, la civilisation africaine, elle peut donc mieux s'exprimer et permettre que les problèmes de développement en Afrique soient des problèmes qui sont pensés avec une vision africaine et non pas avec une vision occidentale. Nous continuons notre voyage sur les pistes africaines avec cette fois de jeunes professionnels qui ont choisi de travailler dans le développement. Julie, Alexandra, Joël et Médéa nous font découvrir des projets qui aident des enfants et des femmes dans des pays fortement exposés à la guerre et à la violence. Maintenant, nous prenons la route vers le Congo. C'est un énorme pays. Et plus particulièrement, nous allons visiter la province du Sud Kivu. C'est une province avec 1,5 million d'habitants, donc c'est une province surpeuplée. La capitale de cette province, c'est Bukavu. Et nous allons visiter des projets d'entraide et fraternité là-bas. Le partenaire d'entraide et fraternité à Bukavu est le comité pour l'autopromotion à la base, appelé aussi comité Antibwaki, une ONG congolaise qui agit auprès de 45 000 ménages dans 200 villages grâce à des groupements féminins, des comités citoyens et des groupes de jeunes. Donc souvent ce qu'on voit en Europe, c'est qu'on montre des photos d'enfants malnutris, mais on ne voit pas souvent les réels projets qui sont sur le terrain, où il y a vraiment plein de gens qui essayent de développer des petites activités pour s'en sortir, et ça, on ne le voit pas du tout. Je pense qu'aussi, il y a quand même une évolution. De plus en plus d'organisations font de la pure sensibilisation. C'est vraiment quelque chose d'important de montrer vraiment ce qui se passe sur le terrain, parce qu'on a tellement de préjugés en plus sur l'Afrique. On entend souvent dire de toute façon les Africains sont fainéants, ils attendent les aides sans rien faire, alors que voilà, on se rend compte que c'est pas du tout ça. La plus grande difficulté ici, ce sont les guerres à répétition qui minent la région du Kivu. Le comité Antibwaki a connu beaucoup de difficultés parce que le comité Antibwaki, qui est une ONG de développement avec ses partenaires en milieu paysan. Et toute cette partie-là a été occupée par des bandes armées, il y en avait de toutes sortes. Donc la première difficulté, c'est qu'on était obligé d'abandonner certains de nos partenaires. On devrait les abandonner parce qu'il y avait des zones où on ne pouvait pas passer. Et il fallait se présenter, s'expliquer. Parfois, on tombait sur des groupes armés drogués qui fumaient du chanvre et tout.
et qui ne comprenaient pas. Et on avait des difficultés pour leur expliquer que nous, on était des agents de développement et que nous, on devrait quand même aller auprès de nos partenaires. Ils se sont retrouvés dans une pauvreté généralisée due à cette insécurité. Mais maintenant, comme il y a une paix apparente, on pense que les choses vont se normaliser. Et ici, nous sommes à un petit atelier où les jeunes qui ont participé dans ces groupements armés apprennent un métier, la menuiserie, la couture. Ici, nous avons connu des groupes armés qui prenaient les jeunes au hasard dans des familles. Si jamais on ne venait pas ici, certains d'entre nous seront dans des carrières minières ou bien d'autres allaient s'engager dans l'armée. Dès qu'on leur parle à propos des groupes milices, vraiment, ils ont une peur. Alors c'est pourquoi quand ils sont ici, ils sont fiers d'apprendre ce métier et de reprendre la vie quotidienne. À Karalé, le comité anti-Bouaki a mis un fonds d'argent à disposition d'un groupe de femmes et d'hommes dont le but est de développer des activités commerciales comme la fabrication de pagnes ou de savon pour subvenir aux besoins de leur famille. On a des équipes de teinturerie. Chaque équipe a 5 femmes. On prend les crédits et on commence à travailler. Les bénéfices, on met 10% dans l'association et le reste, ça nous appartient. Cet argent nous aide beaucoup pour payer les minervales de nos enfants et soit pour soigner les enfants. Il faut surtout se comprendre que la meilleure façon d'atteindre les objectifs du millénaire pour la santé, c'est d'accompagner les femmes à s'émanciper. C'est d'accompagner des femmes à savoir lire et écrire. Parce que toute femme qui sait lire et écrire, elle sait comment elle peut revendiquer ses droits, elle sait comment elle peut effectivement améliorer sa santé, elle sait comment elle peut lutter contre la violence, contre le viol. Et c'est ça qu'il faut faire. Libérer la femme à être toujours dépendante de l'homme. Ça ne peut que passer par un système éducatif. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a un lien. Et tout cela contribue aussi, naturellement, à valoriser, n'est-ce pas, la civilisation africaine. Bon, nous produisons des briques, c'est une association. Nous avons un comité ici où nous vendons localement. Et surtout dans le milieu où nous sommes, vous voyez, c'est un milieu très pauvre. On a initié une telle activité pour quand même qu'on parvienne à se ressaisir après toutes ces guerres à répétition. Est-ce que ça complète le revenu qui vient de l'agriculture? Si on a pu faire cette organisation, c'est pour qu'on parvienne quand même à gagner quelque chose pour compléter l'agriculture et l'élevage. Je vais transporter alors. Ici, chez nous, vous ne trouverez pas de femmes qui occupent une place politique ou administrative, mais aussi toutes les tâches, tous les travaux de la famille reposaient sur la seule femme. Et les hommes étaient là seulement pour pouvoir prendre la bière, s'occuper de choses vraiment inutiles qui n'avaient pas d'impact dans la vie. Alors le comité anti-Bouaki a pris l'option de pouvoir intégrer dans son programme les activités pour pouvoir sensibiliser aussi bien les hommes que les femmes ainsi que la société sur des actions pour que on donne une certaine place à la femme dans cette société du Bouchi. Moi spécialement, j'étais née au village et je sens que la vie paysanne m'intéresse. Alors j'ai voulu faire l'institut supérieur pour au fait apprendre et acquérir des capacités pour réagir au village. Si au moins ces histoires de guerre finissaient, parce qu'en fait les activités entreprises par le CAV, beaucoup ont été détruites ou bien stoppées parce qu'il y avait la guerre. Mais nous voulons voir la guerre vraiment finir et continuer et voir le village rayonner et vivre. C'est bon, non? Et les sons verts aussi. Les sons aussi, c'est bon.
À 9000 km de là, Alexandra et Médéa se préparent à embarquer pour l'extrémité du continent africain, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est située à l'extrémité australe du continent africain. Elle en est la première puissance économique. Elle est aussi appelée la nation arc-en-ciel pour désigner la diversité de sa population, par opposition avec la discrimination raciale qui régnait sous le nom d'apartheid jusqu'en 1991. Dans la ville du Cap, les Salésiens de Don Bosco ont créé un centre de formation professionnelle permettant à des jeunes vivant dans la rue et à des jeunes femmes sans emploi d'acquérir des aptitudes humaines, sociales et professionnelles pour les aider à s'intégrer dans la société par un métier. Why the government, according to you, doesn't give any help for people like you? There are too much money they spend for useless things, such as they buy weapons for nothing. But there are still people that are suffering in South Africa. But they don't even give us some place to stay, understand? You have just used one of our most precious resources, which is water. Wasting water, yeah. Besides wasting water, if you look around you, what do you see? Besides the water and the trees, the second most important resource that we have is what? Yourself. You are the most precious resource that you have. For the YES project, it's fun. I enjoy working with youth specifically. It's got its challenges. We have youth that comes from different areas, different communities, exposed to different things. Some of them come here hungry, some of them come here from abusive relationships, out of abusive homes. So in the life skills, my focus is to get them to deal with those kind of issues in order to prepare them for the workplace. Because it's easy to teach them skills, but if they're sitting behind a computer and they're not focused, their mind is wondering about what is happening at home, or where am I going to get food tonight, or am I going to be beaten up tonight again? Then they're not able to focus and concentrate completely. So for the 3 weeks that I have them, I do a very intensive life skills program. Coming together is what? Keeping together is progress. Working together is success. We're teaching the children about music, basically. We're helping the kids to become musicians, and that's the main aim, and all that comes with that, learning how to be in an ensemble, teamwork, and learning to create something from nothing. Actually, the idea with the junk is that, you know, it's Coke bottles, things you see lying around, but they will be building their own instruments. Yeah. The traffic cop is behind you, can't hear him. Yes! So it seems that you're very close to your students. How does it work, the relationship with them? I also come from a disadvantaged area, and fortunate for me, I had some personal and people in my personal life who also encouraged me, and that's why I turned out to be who I am today, because of listening to elderly people, you see. Otherwise, I could have been on the street as well. They've never had responsibilities in their life. I issue them with responsibilities in the workshop, and that makes them feel, it's my workshop. It makes them feel proud, you know. That self-esteem are boosted here with them. That's why you can see they're not cross. They're always happy when they're busy working. And when I teach them something, whatever I teach, full cooperation is there. And if they don't get it right, Meneer, please explain again. Then I do it. It's good to explain again. Because my aim, my goal is, I would like them to see in the next 5 years what have they done with their lives. And I want to see a success story. Cape Town peut être dangereuse. On y compte plus de 60 gangs. L'Institut des Salésiens ouvre aussi ses portes à ces jeunes.
think that any gangster or whoever finds love can be rescued? Yes, not any gangster. But I'm a gangster, you see, I'm a young American. Okay, so this is your symbol. Yes, I'm an American. Is it difficult? Because I heard that there is like white color and black people, yeah? How do you feel as a color living in Cape Town? Me, it's not like I don't look that ways of life, colored, what. You see, I just feel that is that one. If I see you. What is your name, sorry? Ola. I see you, Ola. I don't see something else in you. But what will I see? That's great. And I will never give up trying. Because if you give up for yourself. And you give up for people around you. J'ai l'impression que ici, les projets donnent vraiment aux jeunes des possibilités et des connaissances pour s'en sortir. Et je pense que c'est vraiment ça le développement, aider quelqu'un à grandir pour devenir autonome et s'épanouir. Et voilà ce que pourrait être le portrait du développement aujourd'hui. La réalité, elle, se situe sans doute entre toutes ces manières d'intervenir, d'éduquer, de coopérer. Le développement nécessite la participation de tous ces acteurs, qu'ils soient du Nord ou du Sud. Autant que des moyens financiers, il appelle des attitudes qui permettront aux peuples bénéficiaires de prendre de plus en plus en main leur destin. Nous venons de voir le 3e épisode de la série Terre de Vue. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.